Bonjour à tous, on se retrouve entre le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Arabie Saoudite pour essayer de tirer quelques enseignements issus des données du premier Grand Prix. Les qualifications étaient la première séance durant laquelle les équipes s'affrontaient à conditions égales, et l'analyse des meilleurs secteurs et des télémétries respectives permettait de confirmer les tendances entrevues lors des essais hivernaux et lors des essais libres. Comme vous le savez, c'est Max Verstappen qui a effectué la pole position, mais le meilleur temps absolu, toutes séances confondues, a été effectué par Charles Leclerc en Q2 avec un 1:29.165. Ferrari a utilisé lors de la Q1 deux trains de C3 neufs. En conséquence, Leclerc a dû effectuer son premier run en Q3 avec des C3 usés, ce qui a nécessairement faussé les références pour son deuxième run avec des C3 neufs. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fin de Q1, avant de s'élancer pour son deuxième run avec le deuxième train neuf de C3, Leclerc a clairement exprimé sa désapprobation à la radio quant à ce choix, estimant que le premier chrono qu'il avait effectué était largement suffisant pour passer en Q2 malgré l'amélioration de la piste. Leclerc semblait quelque peu dépité lorsque son ingénieur lui a demandé d'interrompre sa deuxième tentative, lorsqu'il était devenu totalement clair que sa première tentative était suffisante. L'analyse des meilleurs secteurs montre que la Red Bull était plus à l'aise dans le premier secteur, tandis que Ferrari était plus à l'aise dans les deuxième et troisième secteurs. De même, si on compare les progressions en 2023 et 2024, les chiffres proposés dans ce tableau sont en pourcentage pour que ce soit équitable entre chaque secteur. On constate que les progrès de Red Bull se situent davantage dans le premier secteur et moins dans le troisième secteur, alors que Ferrari a davantage progressé dans les deuxième et troisième secteurs. Une analyse plus fine avec les relevés télémétriques confirme les tendances entrevues lors des essais hivernaux, à savoir, premièrement, que Ferrari a effectué des progrès considérables dans les virages moyens. En effet, dans tous les virages dont les vitesses de passage sont comprises entre 100 et 200 km/h, c'est-à-dire à Bahreïn les virages 4, 11, 13 et 14, la Ferrari SF24 se montrait supérieure à la Red Bull RB20. Sur ce sujet, le comparatif des télémétries 2023 et 2024 est assez éloquent. D'un côté, Ferrari qui progresse nettement dans tous les virages moyens. De l'autre côté, Red Bull qui, par rapport à 2023, a régressé dans tous les virages moyens, mis à part le virage 14. Cette tendance ne vous surprendra pas si vous avez regardé nos vidéos précédentes. Une partie de ce déficit s'explique par le vent arrière qui était présent au virage 4 et 13, la Red Bull RB20 étant plus sensible à ce phénomène que sa devancière. Chez Ferrari, un des objectifs majeurs durant l'hiver était de diminuer la sensibilité au vent et l'objectif semble donc être atteint. Du côté de chez Red Bull, les gains les plus importants se font dans les virages lents, ce qui n'est pas vraiment une surprise, c'était un axe de travail majeur après la déconvenue de Singapour. Le gain important dans le premier secteur chez Red Bull en 2023 et 2024 s'explique donc d'abord par une vitesse de passage significativement plus élevée au virage 1 et 2, 8 centièmes repris en ligne droite grâce à l'aspiration de Piastri, et en début de secteur 2, un avantage significatif apparaît dans l'enchaînement rapide 5-6-7 comme on l'avait vu dans les essais hivernaux. Si on effectue une analyse similaire du côté de chez Mercedes, on constate en 2023 et 2024 des gains assez réduits dans le premier secteur avec notamment une vitesse de pointe bien moins élevée. Des gains clairs et nets dans le deuxième secteur, on sait que l'arrière de la W14 posait souci à Hamilton et Russell parce qu'elle était assez imprévisible en entrée des virages rapides. Des progrès nets ont été effectués dans ce domaine dans l'enchaînement rapide 5-6-7. Cependant, à Bahreïn, la W15 restait en retrait dans ce domaine par rapport à la Ferrari, à la Red Bull, mais aussi à la McLaren et à l'Aston Martin. Chez McLaren justement, Norris a pu profiter de l'affaiblissement du vent non seulement par rapport aux essais hivernaux, mais aussi au fil du week-end, pour atténuer les points faibles de la McLaren dans les virages plus lents et plus sinueux, la MCL38 s'étant également montrée très sensible au vent comme la Red Bull RB20 et la Williams. Lors des essais libres 3, Norris mettait le doigt sur un réglage qui lui convenait très bien, et il s'apprêtait même à signer le meilleur temps de la séance avant d'effectuer une erreur au virage 14. En qualification, lors de son meilleur tour en Q3, Norris effectuait une erreur en sortie du virage 1 comme on le voit à la télémétrie de l'accélérateur, erreur qui lui coûtait environ 2 dixièmes de seconde et sans laquelle Norris aurait pu s'offrir la première ligne. Enfin, la télémétrie, on se souvient que les objectifs de l'hiver étaient notamment d'augmenter les performances en virage rapide. Objectif atteint si on examine la télémétrie au virage 5, 6, 7. Le deuxième objectif étant d'augmenter les vitesses de pointe. À ce sujet, le gain relativement peu important d'Aston Martin dans le premier secteur peut être trompeur. En effet, la superposition des télémétries 2023 et 2024 montre que si Aston a effectué peu de progrès en termes de vitesse de pointe dans le premier secteur, ceci peut en partie s'expliquer par une stratégie différente en termes de déploiement d'énergie, le système hybride étant davantage sollicité entre les virages 2 et 4 et les virages 10 et 11. Allez, on jette un petit coup d'œil rapide au rythme de course pour tirer quelques enseignements complémentaires. Alors c'est toujours intéressant de faire une petite corrélation entre les datas des essais hivernaux et le vrai rythme de course.
On rappelle que lors du dernier jour des essais hivernaux, Verstappen et Leclerc étaient en piste en même temps, Leclerc effectuant une vraie simulation course, alors que Verstappen effectuait 3 relais avec refueling entre chaque relais, et donc il faisait les 3 relais avec la même quantité d'essence. La dégradation de Red Bull sur les 3 composés de pneus lors des essais hivernaux était quasiment inexistante. La vraie question pour quantifier l'avantage de Red Bull par rapport à la Ferrari en rythme de course était de savoir quelle était la quantité d'essence que Verstappen utilisait pour chacun de ces 3 relais. Si on superpose le rythme de course de Verstappen lors du Grand Prix samedi dernier et ces 3 relais effectués lors des essais hivernaux, on voit qu'en fait ces 3 relais étaient effectués avec le plein d'essence, donc l'hypothèse la plus favorable pour Red Bull et la moins favorable pour Ferrari. Le rythme de course de Sainz lors du Grand Prix samedi se superpose très bien avec la simulation course de Leclerc, notamment lors du deuxième relais en C1. On note que lors du premier relais, Sainz a été ralenti par Russell et Leclerc qui géraient chacun des problèmes différents. Commençons par les soucis de température moteur de Mercedes. Comme vous le voyez à l'écran, lors des essais libres, Lewis Hamilton a effectué un comparatif direct entre 2 niveaux de refroidissement. Il faut savoir que pour l'ensemble de la saison, les équipes disposent d'à peu près 6 niveaux de refroidissement. Ces différentes configurations ont été testées lors des essais de pré-saison qui se sont déroulés par des températures plus élevées. Étant donné les températures plus fraîches lors du week-end de Grand Prix et les essais effectués le jeudi, Mercedes a estimé qu'il disposait de suffisamment de données pour rouler avec la configuration minimale. À partir du 16e tour, donc après son premier arrêt au stand, Russell commence à avoir des alarmes rouges sur son volant lui indiquant que les températures moteurs sont trop élevées. En conséquence, son ingénieur Dudley lui demande d'augmenter le niveau de lift and coast de 100 mètres sur l'ensemble du tour pour diminuer les températures moteurs. Problème, augmenter le lift and coast diminue la quantité d'énergie dissipée par les freins et donc diminue la température des pneus. Russell commence à perdre de la température au niveau de la surface des pneus et souffre de sous-virage. Pour compenser ça, son ingénieur lui demande d'augmenter la répartition des freins vers l'avant, mais cela change naturellement le comportement de la voiture. En termes de perte de temps, difficile de donner un nombre exact car il y a plusieurs paramètres en jeu. En regardant la télémétrie de Hamilton et Russell, le déficit dû au moteur peut être estimé entre 1 et 3 dixièmes selon les tours. À cela, il faut rajouter la perte de temps due au sous-virage. Il faut noter que Williams souffrait également des mêmes problèmes de température moteur, et l'ingénieur de Sargent lui demandait toujours de se décaler en pleine ligne droite afin de ne pas rester dans l'air turbulent de la voiture qui le précédait. Du côté de chez Leclerc, après 10 minutes de course, le pilote monégasque signalait à son ingénieur que l'équilibre de la voiture était vraiment bizarre et qu'il souffrait de survirage. Après son premier arrêt, Leclerc revient à la radio pour confirmer qu'il y avait quelque chose de bizarre peut-être avec le premier train de pneus, puis finit par préciser qu'il y a un problème à l'avant gauche et qu'il ne peut s'empêcher de bloquer les roues. C'est alors que son ingénieur lui indique qu'il y a un déséquilibre en termes de température au niveau des freins, le frein avant gauche étant substantiellement plus chaud à hauteur de 100 degrés que le frein avant droit. Du fait de ce déséquilibre, Leclerc a du mal à sentir le comportement de la voiture au freinage, le frein avant droit étant plus efficace, la voiture ayant tendance à virer à droite. Si on compare la course de Leclerc avec sa simulation course effectuée lors des essais hivernaux, on voit que le pilote monégasque perd facilement une demi-seconde au tour. Du moins lors de la première partie de course lorsque le problème était exacerbé. Étant donné qu'il est très facile pour Leclerc de bloquer ses roues avant, son ingénieur lui suggère de ramener l'équilibre des freins vers l'arrière, mais ce réglage est naturellement sous-optimal pour certains virages comme le virage 4. Un coup d'œil à la télémétrie montre une perte de temps significative de Leclerc dans ce virage. Plus tard dans la course, Xavi suggérera à Leclerc de garder un équilibre des freins vers l'arrière, mais de le ramener à l'avant uniquement pour le virage 4 pour minimiser les pertes de temps. Du côté de chez Aston Martin, malgré une très bonne 6e place pour Alonso lors des qualifications, les simulations numériques effectuées samedi matin avant la course indiquaient que Aston Martin n'était que la 5e équipe la plus rapide. L'équipe de Dan Fallows s'attendait donc à chuter dans la hiérarchie et c'est pourquoi ils ont tenté une stratégie décalée. On voit sur le traditionnel race gapper que Alonso a retardé son premier et son deuxième arrêt en espérant une safety car ou une virtuelle safety car. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce Grand Prix, notamment sur les performances d'Alpine, mais on a déjà largement dépassé le quota de temps convenable pour un débriefing et on vous donne donc rendez-vous prochainement pour d'autres analyses de données.